marteau. Le deuxième coup de marteau du jour avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous, grand reporter au Figaro Magazine. Et vous proposez toujours cette chronique où on revient un peu sur des livres ou des œuvres cinématographiques pour mieux comprendre finalement notre actualité. Aujourd'hui, vous nous proposez de lire, de relire, pour ceux qui l'ont lu, ce magnifique livre de Vassili Grossman, Vie et destin. Alors d'abord peut-être un petit point sur qui est Vassili Grossman pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance de ce très bon auteur russe. Oui, bien sûr. Vassili Grossman est un journaliste et écrivain. Il était correspondant de l'Étoile Rouge, qui était le journal de l'armée russe sur le front de l'Est. Il a donc suivi la guerre de 41 à 45, évidemment, et il était présent à la bataille de Stalingrad. Oui. Bon. Il en a tiré ce fabuleux roman, qui est une fresque historique. Il était grand reporter quand même, et il a publié pendant tout ce temps-là des reportages qui ont été reliés, je veux dire, dans un carnet de guerre. Exactement. Et il a vraiment suivi l'armée rouge depuis la débâcle de juin 1941 jusqu'à la victoire de mai 1945. Il était à Berlin. Donc, imaginez un petit peu l'expérience et la somme des choses vues. Il en a tiré, entre autres, ce roman, qui, comme je le disais, est une fresque à la Tolstoï. D'ailleurs, il se revendique de Tolstoï et de Tchekhov, ce sont ces deux maîtres. Mais c'est un peu la même chose. Vie et destin, guerre et paix, vous voyez, même dans la juxtaposition des noms. Fait. Alors, c'est un roman prodigieux avec une cinquantaine de personnages qui vivent ce moment charnière qui est Stalingrad, de l'été 42 jusqu'à février 1943, c'est le tournant de la guerre. Quand je dis 50 personnages, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a même des Allemands, il y a des officiers SS, il y a des déportés soviétiques, il y a des aviateurs, des tankistes, des fantassins, etc. Donc, voilà. Ce qui est intéressant au regard de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est de comprendre deux choses. Oui, donc vous faites le parallèle entre Vie et destin 42 et ce qui se passe en Ukraine et la contre-offensive ukrainienne actuelle. Oui, alors je fais un parallèle, c'est peut-être audacieux, mais en tout cas, il y a trois choses qui frappent et qui méritent d'être rappelées, à mon sens. La première, c'est, vous savez, on parle souvent de l'ours russe. Bon, l'ours, vous savez, c'est un animal qui hiberne. Féroce. Voilà, et qui hiberne. Donc là, on le voit pas. Mais quand il se réveille, c'est difficile. C'est très douloureux. Il a très faim. Les Russes savent qu'il faut faire très attention. Voilà, exactement. Et bien là, c'est un peu pareil. Le cas de Stalingrad. Stalingrad, au départ, c'est une défaite de l'armée russe qui est repoussée jusqu'à la Volga. Et puis ça se transforme en victoire. Bon. Ça, c'est le premier enseignement. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la guerre contre la Russie. Ça a souvent été comme ça. C'était Napoléon, comme ça en 41, c'était comme ça en 1812. Bon. Donc ça, c'est une constante. Mais l'intérêt, c'est que dans ce livre, tous ces combattants de Stalingrad, qui sont des héros, qui se comportent en héros, ont à un moment donné de leur existence eu un problème avec le régime soviétique. Ils ont été soit ostracisés, soit arrêtés, torturés, déportés. Puis finalement, comme on avait besoin d'hommes pour la guerre, on les a rappelés. Ils sont sur le front. Donc, ils ne sont pas spécialement pro-Staline. Mais ils défendent leur terre et leur peuple. Et ça, c'est important à comprendre. Parce qu'on ne défend pas forcément un État, qui est une notion abstraite, mais quelque chose, mais voilà, une patrie, plus exactement, c'est-à-dire quelque chose de concret et de charnel. Et ça, faut jamais l'oublier. Et on le voit très bien dans ce roman. La deuxième chose qui me semble intéressante, c'est que la bataille de Stalingrad démontre l'endurance, la résistance, la résilience du soldat russe. Voilà. Lorsqu'il s'agit, je le dis bien encore une fois, de défendre sa terre. Donc là, en Ukraine... La stratégie même, on pourrait dire peut-être. Oui, exactement. Mais là, on voit bien que actuellement, en Ukraine, c'est une guerre de position. Bon. Les territoires occupés par l'armée russe sont aussi des territoires revendiqués par Moscou. La situation est figée. On est en train d'avoir une guerre qui ressemble de plus en plus à ce qu'elle fut, en tout cas, qui évoque de plus en plus que ça a pu être à certains moments de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Première Guerre mondiale. Par exemple, les pertes. Les pertes, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, des deux côtés.
des deux côtés. Et c'est un classique dans tout conflit. On évite de parler des pertes humaines parce qu'il faut évidemment pas décourager la soldatesque et l'opinion. Mais les estimations qui circulent actuellement, tout en répétant que, bien sûr, c'est l'omerta sur ces chiffres officiellement des deux côtés, russes et ukrainiens, c'est 500 000 victimes. 500 000, 1,5 million en 1 an et demi. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est un taux d'attrition qui évoque la Grande Guerre de 14-18. D'autant que 70% de ces victimes, quand je dis victimes, c'est tués et blessés. C'est pas 500 000 morts. 500 000 tués et blessés. On estime peut-être 120 000 morts côté russe, 80 000 morts côté ukrainien. Mais c'est déjà énorme en 18 mois. Parce que c'est une guerre de position. Donc ça, c'est aussi un point qui rappelle la bataille de Stalingrad. Et deux, pour en revenir à la contre-offensive ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne, c'est véritablement l'Arlésienne. On nous en parle depuis combien de temps ? Depuis 6 mois. Elle devait avoir lieu au printemps, puis en été, puis en automne. Et en fait, on se rend compte, au début d'ailleurs, l'état-major ukrainien, lorsqu'il a lancé son offensive en juin, finalement, sa contre-offensive en juin, a commencé à communiquer des chiffres. Et c'était ridicule. C'était un village par-ci, un hameau par-là. Je veux dire, c'est quoi ? C'est 2 isbas et 3 poules. C'est ridicule. Actuellement, un institut britannique qui s'appelle RUSI a donné ce chiffre il y a 15 jours. Il semblerait que dans cette contre-offensive ukrainienne, l'armée ukrainienne progresse de 700 à 1200 mètres tous les 5 jours. Alors ça, c'est drôle, parce qu'ils disent tous les 5 jours. Parce que s'ils disent par jour, ça fait entre 100 et 150 mètres par jour. Vous vous rendez compte ? Oui. Avec tout le soutien de l'Occident, l'armement, le financement... à compter les mètres, quoi. On compte les mètres et les villages. D'ailleurs, les communiqués, il n'y en a plus, parce que quand on donne un communiqué, c'est ridicule. C'est tel ou tel village est tombé, mais personne ne les connaît. Même une ville comme Barmout, personne ne la connaissait avant. Mais pardon, là, on sort un peu du lien avec Vassili Grossman, mais est-ce que finalement, même dans la tête des Américains, un premier soutien de l'Ukraine, est-ce que finalement la page n'est pas déjà tournée de cette guerre ? Eux, ils sont déjà en train d'organiser la reconstruction, ils ont déjà prévu qui serait la femme de la reconstruction, ancienne ministre proche d'Obama, qui sera sur place, BlackRock qui est déjà sur place pour préparer la... En fait, est-ce que eux n'ont pas déjà tourné la page ? Est-ce qu'il n'y a pas plus que les Ukrainiens finalement qui sont encore vraiment dans leur guerre ? Si, je pense que de toute façon, ce qu'il y a, c'est évident, c'est une lassitude de la part des Américains. On voit le général Millet, par exemple, qui intervient régulièrement et qui commande cette guerre, a dit attention, le compte à rebours de la contre-offensive pour qu'elle réussisse a commencé. Parce que vont arriver les premières pluies, les premiers froids, la Rasputitsa, et puis ensuite l'hiver qui peut bloquer les positions. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'observe fréquemment. Donc, il y a une lassitude des Américains et effectivement... Ils sont en train de dire à Zelensky, ils ne peuvent pas le dire à haute voix, puisqu'ils le soutiennent mordicus depuis 18 mois, mais en coulisses, ils sont en train de lui dire, peut-être qu'on peut maintenant négocier sur les bases de ce que vous avez acquis. Alors, un dernier point, Jean-Louis Tremblay, qui est très important dans ce parallèle que vous faites avec Vassili Grossman et cette guerre en Ukraine actuelle, c'est l'omerta, vous avez commencé à en parler, la censure. Je rappelle que Vie et Destin a été censuré. Vassili Grossman a vraiment brillé par son objectivité, par sa volonté de tout décrire. Lui qui était patriote, comme vous l'avez rappelé. Mais il a tout décrit et aussi le mal produit par l'armée russe, soviétique. Donc finalement, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, est-ce que vous voyez ce parallèle entre la censure de son livre et la censure aujourd'hui des personnes qui cherchent à être purement objectives, au moins sur ce conflit ? Oui, tout à fait. Je rappelle que ce livre a été achevé en 1960, qu'il a été saisi par le KGB au domicile de Grossman. Ils n'ont pas arrêté l'auteur, ils ont arrêté le livre. C'est une formule d'ailleurs, qui Vassili Grossman a dit « Je veux libérer mon livre ». Libérer mon livre. Il a écrit à Khrouchtchev, puisqu'à l'époque c'était sous Khrouchtchev, donc on était déjà plus sous Staline. Malgré tout, les autorités soviétiques ne pouvaient pas laisser passer ça, parce que Grossman ne cache rien dans ce livre. Il parle, par exemple, un exemple, les viols systématiques des soldats russes sur les populations, voilà. Il en parle. Voilà, donc ça plaisait pas. Mais surtout, il établit un parallèle entre Hitler et Staline. Pour lui, Hitler égale Staline. Nous avons là deux totalitarismes qui s'affrontent, mais qui se renvoient
leur propre image en miroir. Parce que leur point commun, c'est l'univers concentrationnaire. Voilà. Dans un cas, c'est la lutte des classes, dans l'autre, c'est la lutte des races. Et ça n'est pas passé. Donc ce livre n'a été publié qu'en 1980, aux éditions de l'Âge d'Homme. Même en France, on n'était pas prêt à le recevoir. Voilà, exactement. Et voilà. Et donc, actuellement, il y a effectivement une censure. Alors, la censure, elle est moins facile à exercer, parce que à l'époque, évidemment, Vassili Grossman, il publiait ses articles dans l'Étoile Rouge, et donc s'il y a quelque chose qui ne plaisait pas, un compte-rendu du Front qui ne plaisait pas, c'était Cabiardé. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile, on le voit bien avec les réseaux sociaux, parce que ça échappe un petit peu à Anastasie. Mais en tout cas, je dirais que la censure est remplacée en tout cas par la désinformation. Dans les deux camps. On voit très bien les images qui sont publiées alors, par des drones. Drones, on ne sait pas s'ils sont individuels, s'ils sont militaires. Mais désinformation, c'est sûr. Deux propagandes qui s'affrontent. Merci beaucoup, Jean-Louis Tremblay, pour ce bel éclairage. Et donc, Vie et destin de Vassili Grossman, et puis d'ailleurs toutes les autres œuvres de Vassili Grossman. Merci encore, Jean-Louis Tremblay. On vous retrouve la semaine prochaine.